Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Et on a le plaisir ce soir d'accueillir Isabelle Durand. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Isabelle Durand, vous avez animé la scène politique belge pendant de nombreuses années, ministre des Transports et de la Mobilité de 1999 à 2003, coprésidente d'Écolo à 3 reprises, sénatrice jusqu'en 2009, puis députée européenne et vice-présidente du Parlement européen de 2009 à 2014. Et alors depuis juillet 2017, vous avez quitté la scène politique pour vous investir, on va dire, dans le multilatéralisme, puisque vous êtes secrétaire générale adjointe de la CNUSET, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Et avec vous ce soir, on va réfléchir à la manière dont la crise sanitaire a renforcé les inégalités et a impacté le développement du commerce international. Mais on va voir aussi comment, selon vous, le multilatéralisme et l'équité commerciale participeront peut-être à la reconstruction d'un monde post-Covid plus juste. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Alors Isabelle Durand, dites-nous d'abord quelles sont finalement les missions, les objectifs de cette fameuse CNUSET, donc Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, pour laquelle donc, vous travaillez depuis maintenant 3 ans. Alors c'est une organisation qui est en effet pas très connue, c'est d'ailleurs dommage parce qu'elle fournit un travail, je pense, très utile, à savoir, elle rassemble les 192 États membres, mais elle travaille principalement pour les pays en développement et pour ceux-ci, elle leur fournit, si je peux dire, de l'équipement pour que le commerce international serve à leur développement et ne serve pas seulement les intérêts des joueurs dans le domaine du commerce. Et donc, nous travaillons sur une série d'aspects qui sont à la fois des recherches, donc du travail plutôt d'élaboration de données, leur fournir des index, leur fournir les instruments nécessaires à la décision politique du point de vue des pays en développement, mais aussi, il y a une partie qui est une partie d'assistance technique, donc on aide les pays, par exemple, on fait dans les pays en développement ce qu'on appelle en mauvais français, des e-readiness assessment, donc on va regarder est-ce qu'ils sont prêts et comment pour tout ce qui est digitalisation, qu'est-ce qui leur manque, et on fait une évaluation avec eux et de qu'est-ce qui existe en termes à la fois légal, est-ce qu'ils ont une loi sur la protection des données, est-ce qu'ils ont une loi sur la cybercriminalité, quelle est la logistique, quels sont les aspects plutôt liés à tout le volet commercial, à la chambre de commerce, aux acteurs privés, et donc on fait avec eux de l'assistance technique, mais qui n'est pas, comme on le disait dans le temps, aller creuser un puits, mais vraiment travailler sur les acteurs économiques et les acteurs tout court de la société pour essayer que le commerce se mette au service de leur développement. Et puis la troisième chose, c'est justement un travail plutôt multilatéral, c'est-à-dire avec cette conférence et ces 192 pays, essayer de faire des accords sur des textes qui touchent par exemple à la question du financement du développement, qui touchent à des questions liées aux dettes et comment est-ce qu'il faudrait aller vers une annulation des dettes. Et on essaie d'avoir des accords avec tout le monde, ce qui n'est pas facile parce qu'on a dans la conférence à la fois les donateurs et les bénéficiaires, le Nord et le Sud, même si les relations Nord-Sud sont aussi teintées de Sud-Sud, et on ne peut pas dire que le Sud est homogène et le Nord homogène de son côté, c'est pas vrai, ce n'est plus vrai en tout cas. Et donc on a tout un travail aussi de faire du consensus, ce qui est une partie évidemment que je connais bien. Et donc voilà, c'est une organisation qui fournit à la fois, qui fait du travail avec tous les États membres, qui fait de l'assistance technique et qui fait une mission de think tank et de fournir des outils et de l'équipement. Si un pays va négocier à l'OMC par exemple, on se rend compte, à l'Organisation mondiale du commerce, on se rend compte que certains pays en développement ne sont pas très bien équipés pour y aller, en particulier pour aller parler du digital. Souvent, ils n'ont pas de spécialistes, peu d'experts. Ils arrivent là alors que d'autres pays arrivent avec des cabinets d'avocats et une expertise incroyable. Et donc, nous, on essaye de les équiper, leur donner les instruments. De les former. Voilà, les former ou leur donner ce qu'il faut pour qu'ils puissent après eux-mêmes décider ce qu'ils font. La souveraineté des États reste la souveraineté des États. On ne peut pas leur dire ce qu'ils doivent faire, mais on peut leur donner les instruments pour mieux décider ou être mieux équipés dans ce qu'ils ont à faire. Voilà en gros à quoi sert la CNUSET. Elle est basée à Genève et elle occupe grosso modo 450-500 personnes. Alors, on voit que dans les objectifs de cette fameuse CNUSET, il y a aussi l'équité commerciale internationale. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, cette équité commerciale ? Alors, la question du commerce, c'est compliqué. Dans les années, il y a 2 ou 3 décades, on a pensé que le commerce allait tout régler et que le commerce international, où il fait rentrer les pays en développement, allait immédiatement les faire devenir des acteurs sur pied d'égalité avec tous les autres. Ça n'est évidemment pas le cas et la globalisation est loin d'avoir tenu ses promesses à pas mal d'égards, dans la mesure où les relations commerciales sont aussi teintées évidemment d'une puissance forte. On l'a vu dans l'Organisation mondiale du commerce, des pays les plus développés
développés par rapport à tous les autres. Et ce qu'on a appelé, pour ceux qui sont un peu plus familiers avec ça, l'agenda de Doha, c'est-à-dire un agenda qui a été négocié dans les années 2000 et qui était très juste, enfin qui avait pour but de donner des préférences plus spéciales aux pays en développement pour qu'ils puissent jouer à armes égales avec les autres. Cet agenda de Doha, qui devait aussi d'ailleurs préserver les biens environnementaux, les biens médicaux, les mettre à part des règles du commerce traditionnel, cet agenda n'a jamais été ni même adopté, ni mis en œuvre. Et donc on est dans un contexte où il y a quand même de grandes inégalités dans l'approche commerciale d'une part. D'autre part, on se rend bien compte ces dernières années que ce sont les États-Unis et la Chine qui ont dominé un peu le marché dans leur opposition respective en termes de barrières tarifaires, etc., etc. Et qui paye là-dedans le prix? Ce sont les plus petits, évidemment. Quand les grands ne parviennent pas à se mettre d'accord, ce sont les petits qui sont lésés. Et donc notre objectif à nous est d'essayer justement de donner des outils et surtout de promouvoir un multilatéralisme plus sain, plus juste et dans lequel on prend en compte réellement les besoins spécifiques de certains pays. Ça ne veut pas dire du néocolonialisme, ça ne veut pas dire un bête protectionnisme, ça veut dire quelque chose qui est plus juste et qui part du principe que tout le monde n'est pas sur pied d'égalité au départ. Alors on reparlera dans un instant du multilatéralisme, mais j'ai quand même envie de parler de l'actualité. On sait que la crise de la Covid, elle est mondiale. Est-ce que pour vous, elle a renforcé encore les inégalités entre pays? Incontestablement. Et d'ailleurs, dans tous les domaines, cette crise du Covid a vraiment exacerbé des tendances qui préexistaient avant. Et en matière d'inégalité entre les pays, c'est une évidence, parce que autant... Je vais dire en gros, les pays du Sud, c'est un paquet parce que ce n'est pas un paquet homogène, mais soit. Les pays en développement, en général, sont un peu moins infectés, au sens où ils ont moins de cas. Bon, peut-être qu'ils ne les enregistrent pas toujours de façon aussi précise que nous. Néanmoins, ils ont moins de cas, mais les conséquences socio-économiques sont pour eux beaucoup plus importantes et vont durer beaucoup plus longtemps que la pandémie. Et quand bien même il y aura un vaccin, et avant même qu'il ne soit identifié, c'est un autre test pour la communauté internationale de voir comment est-ce qu'on va gérer les vaccins, mais quand bien même il y en aurait un là demain matin, c'est pas pour ça que les conséquences socio-économiques de ce qui s'est passé vont s'arrêter. On a fait un calcul un peu global de dire, voilà, pour un pays développé type, je sais pas moi, la Belgique, la France, l'Italie, on a grosso modo par tête d'habitant environ 1 400 $ qu'on consacre à l'aide, au soutien, à nos secteurs, aux groupes fragiles. Bon, alors bien sûr, c'est pas assez. Ce qui se passe en Belgique, on le voit bien aussi, les inégalités se creusent de façon dramatique. Néanmoins, si on regarde un peu autour de soi, on a quand même un certain filet ou des aides minimales qui sont données pour que les gens subsistent ou gardent plus ou moins la tête hors de l'eau. Donc 1 400 $ pour un pays en développé type. Si on regarde un pays en développement, on est à 17 $. Et donc, vous voyez l'écart. Il n'y a rien, il n'y a pas de filet social. Dans la plupart des pays en développement, le gros des travailleurs sont des travailleurs de l'informel. Il n'y a pas de filet social, il n'y a pas d'encadrement ni de sécurité sociale, il n'y a pas d'accès à des aides, etc. Et par ailleurs, la capacité fiscale du pays est très réduite. Et donc, la capacité d'aide de ceux qui sont aujourd'hui bloqués. Et je prends un secteur en particulier parce que nous le connaissons souvent comme consommateur ici dans nos pays développés, c'est le tourisme. Le tourisme s'est arrêté top du jour au lendemain, terminé depuis mars ou avril dernier, et on est maintenant à la fin de l'année. Ça veut dire que pour des pays pour lesquels le tourisme représentait parfois jusqu'à 60-70% de leurs chiffres économiques, de l'emploi, de l'emploi dans l'informel, l'emploi dans tout, parce que le tourisme, c'est pas que l'hôtel dans lequel on va ou l'infrastructure, c'est aussi toute la chaîne de valeur qu'il y a autour du tourisme. Ça fait travailler énormément de monde, même si c'est parfois dans l'informel, ça fait vivre beaucoup de gens. Du jour au lendemain, ces gens ont tout perdu. Et donc, pour eux, c'est absolument dramatique. Et avant qu'ils ne récupèrent un tourisme qui leur permet, même si on le souhaite, plus durable, qu'on n'aime pas, je n'aime pas, les grosses croisières, etc., etc., c'est clair qu'on doit avoir un tourisme plus régional, un tourisme plus durable. Mais même avant qu'ils ne récupèrent le tourisme durable, je pense que les dégâts sociaux et les dégâts en termes d'inégalité sont gigantesques. Ouais.
Et il y a un secteur aussi sur lequel vous travaillez, c'est tout ce qui est le commerce digital, le e-commerce. Et ça, on a tendance à dire, voilà, c'est quelque chose qui a explosé pendant la crise sanitaire. Là, il y a des chiffres qui sont très bons, mais ces chiffres sont très bons pour les grands GAFA, pour les grandes sociétés américaines. Je pense que dans un de vos derniers rapports, vous disiez 90% des gains restent concentrés en Chine et aux États-Unis. Ça veut dire que tous les retombées, on va dire, pour le e-commerce, ils ne concernent pas du tout les pays en développement. Très peu, mais d'ailleurs pas que les pays en développement. Si on prend les chiffres de notre étude de l'année passée, en effet, 90% c'est les USA et la Chine. Ça veut dire que 10% c'est le restant du monde, y compris nous, les Européens, y compris l'Europe. Si je peux dire. Et donc, enfin l'Europe au sens large, y compris l'Asie, sauf la Chine. Et donc ça veut dire que ces deux géants-là, enfin ces deux pays-là, concentrent les grands géants. Et on voit bien quels sont les groupes, et en particulier avec le Covid, les bénéfices d'Amazon sont indécents. Enfin, aujourd'hui, c'est même difficile de penser qu'ils aient pu, en si peu de mois, capitaliser de tels montants, alors même que les inégalités sont criantes et sont de plus en plus affichées. Et donc, c'est vrai que le digital, avant que les pays en développement n'en puissent en faire quelque chose qui leur rapporte, il y a encore du chemin. Nous travaillons beaucoup avec eux, comme je le disais, pour essayer d'abord d'évaluer où ils en sont, de voir ce qui est utile pour leur développement, pas seulement utile pour que les gens de, je ne sais pas moi, du Bénin deviennent les clients d'Amazon. Ça, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est que le Bénin ou peu importe un autre pays puisse développer ses propres plateformes de manière à mettre en valeur ce qui est produit chez eux et pas seulement d'acheter au travers des grands groupes. Et donc faire de la digitalisation un outil du commerce et un outil du développement. Nous, on le regarde toujours sur une base de développement, y compris d'ailleurs en matière de genre, parce que les hommes et les femmes ne sont pas égaux ni face au Covid, ni face à la digitalisation. Il y a beaucoup moins de femmes dans le domaine digital. C'est pourquoi on a mis en place tout un réseau E-Trade for Women. Donc, on a identifié des jeunes entrepreneuses dans le digital, dans différents pays en développement, qui deviennent des mentors, je dirais, pour une série d'autres, de manière à les familiariser et à leur permettre de démarrer comme femmes entrepreneuses dans le digital. Il faut aussi voir que la nouvelle génération, les gens qui ont aujourd'hui entre 15 et 20 ans dans ces pays, à part le problème grave de la connexion, des coupures d'électricité, etc., beaucoup d'étudiants doivent aller dans des villes pour pouvoir télécharger des documents parce qu'ils n'ont pas... ici, on parle de 5G, là, on est à peine à du 2G dans le meilleur des cas. Et donc, il y a tout le problème de la connexion, mais même quand elle est meilleure, il s'agit de familiariser... Cette nouvelle génération-là, elle en veut, Elle n'est pas du tout en train de revendiquer, de faire comme on a toujours fait ou de critiquer les grands groupes. Certes, elle critique, comme vous et moi, la concentration du pouvoir et la concentration des revenus, mais elle veut agir et beaucoup d'initiatives. Enfin, je vous donne un petit exemple, si vous me permettez, parce que je trouve qu'il est particulièrement concret et il donne bien à voir de quoi il s'agit. J'étais l'année passée à Ouagadougou, où on faisait justement un atelier avec tous les ministères et les acteurs, les chambres de commerce de la région sur le digital. Et bon, j'aime pas de faire uniquement une conférence, donc j'ai demandé d'avoir un jour de plus et d'aller un peu rencontrer des gens en dehors. Et donc j'ai été voir un petit projet mené par 5 jeunes gars de à peine 20 ans, 25 ans, qui voulaient lancer du commerce électronique à Ouagadougou. Mais il n'y a pas d'adresse à Ouagadougou. Et il n'y a pas non plus, il y avait, en tout cas pas à ce moment-là, de loi de protection des données. Donc ils se heurtaient à 2 problèmes. Qu'est-ce qu'ils ont inventé, ces gars-là, alors qu'ils ont un groupe électrogène dehors parce qu'il y a des coupures de courant et qu'il faut sans cesse pouvoir alimenter les quelques petits ordinateurs qu'ils ont. Ils ont inventé un système où le commerce électronique local est basé sur les numéros de compteurs d'eau. Parce que les numéros de compteurs d'eau à Ouagadougou, tout le monde les connaît et ils sont géolocalisés par la société de distribution de l'eau. Et donc chaque client est identifié par son numéro de compteur d'eau. Comme ça, il n'y a pas de problème de protection des données puisqu'on donne un numéro. Et deuxièmement, pour la livraison, ils ont inventé un système où, évidemment, on ne paye pas avant parce qu'il n'y a pas de système bancaire. Les gens, ils n'ont pas de carte de banque, ils ne payent pas par Internet. Donc, on paye et on paye généralement avec cette monnaie africaine qu'on appelle M-Pesa, qui est cette monnaie téléphonique. Ça vient du Kenya. C'est très malin. Les gens n'ont pas confiance dans les banques. Il n'y a pas assez de système bancaire. Et donc, on a fait avec des unités de téléphone. Les gens payent en unités de téléphone parce que ça, les petits vendeurs de cartes de téléphone, il y en a partout sur tous les marchés. On achète par petits morceaux comme des cartes prépayées. Et donc, du coup, on peut, je dirais, calculer ce qu'on...
En fait, c'est fantastique. Donc, ils sont particulièrement créatifs. Ils ont des petits moyens. Ils n'ont pas des grosses machines, des ordinateurs équipés comme les nôtres. Et néanmoins, ils font des merveilles. Oui, ils innovent. Et donc, voilà, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas croire qu'on a uniquement d'un côté les grands groupes et de l'autre côté des gens qui font juste de l'agriculture. Il y a énormément dans la jeune génération de gens qui veulent faire du digital un outil du développement de leur pays. Y compris, pas seulement dans le commerce, mais dans la santé. Quand on n'a pas accès aux soins, on peut avoir des conseils sur un téléphone. Beaucoup de gens ont un téléphone en Afrique. Ça, c'est très répandu, même si parfois la connexion n'est pas bonne. Et donc, on peut faire de l'assistance médicale par le téléphone, par l'accès à Internet. Et donc, le digital, c'est quand même quelque chose qui est un instrument qui peut être, à certaines conditions, un instrument absolument de leur faire sauter des étapes, je dirais, dans le développement qui est le leur. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de l'après-Covid, du monde d'après. On ne compte plus les cartes blanches qui appellent un monde plus juste, un monde autant que les infectés, plus durable, presque. Voilà, c'est ça, plus équitable. Donc beaucoup de bonnes intentions. Mais est-ce que vous craignez que finalement les États retombent assez vite dans leur travers, parce qu'on sait que les États ont dû sortir des sommes très importantes, qu'ils se sont endettés à court, moyen et long terme. Et est-ce que vous craignez que finalement ils renoncent à certains de leurs engagements? Est-ce qu'ils ne s'engagent pas vraiment dans une vraie transition écologique et sociale? Enfin, quel rôle peut aussi jouer le commerce là-dedans? Parce que le commerce, il est aussi un peu à la base de cette circulation du virus. On sait que c'est parce qu'on est dans un monde globalisé que le virus a autant circulé. Donc comment finalement jongler avec tout ça, avec tous ces éléments-là? Alors oui, c'est vrai que ce Covid nous a révélé nos vulnérabilités. La vulnérabilité de cette interconnexion et cette interdépendance permanente. En même temps, c'est un fait. Je ne pense pas qu'on va... Je ne souhaite pas, franchement, je crois que personne ne souhaite qu'on revienne à une époque où on est uniquement dans le protectionnisme et le nationalisme et où on ne fait que de la consommation locale pour tout, de la production locale pour tout. Ça n'a aucun sens. Mais on parle quand même de plus en plus de relocalisation. Attendez, donc je dis bien pour tout. Et donc, entendons-nous bien, je suis convaincue aussi, évidemment, et ça se fait, et ça se fera, et ça continuera de se faire, non seulement pour des raisons écologiques, mais même pour des raisons liées à la robotisation. Même M. Trump avait lui-même, je dirais pas même, il s'est réjoui d'une certaine renationalisation, mais ça n'avait rien à voir avec lui, ça avait à voir avec ça. Simplement, ça coûtait moins cher de le faire faire par des robots que même le faire faire à très bas salaire au Bangladesh ou ailleurs. Et donc, tout simplement, la robotisation et l'intelligence artificielle vont aussi amener à relocaliser des industries qu'on avait délocalisées de façon évidemment terriblement injuste, avec des salaires indécents et avec du travail des enfants, etc., dans des pays en développement. Donc, il y aura déjà une relocalisation, entre guillemets, je ne vais pas dire naturelle, mais qui va se faire par le marché, quelque part, et par la robotisation. Deuxièmement, oui, évidemment qu'on a besoin de relocalisation d'un certain nombre de biens et de services, que ce soit des biens alimentaires, que ce soit des biens liés, par exemple, aux masques. On a bien vu à quel point, dans le début de la crise, on dépendait de cette bagarre sur le tarmac des aéroports pour aller voler des masques aux autres, etc. Et donc, oui, on a besoin de relocaliser les biens essentiels et les pays doivent définir c'est quoi, qu'est-ce qu'ils considèrent comme biens essentiels. Et l'Organisation mondiale du commerce va devoir accepter ça, qu'il est normal qu'un certain nombre de choses soient produites localement. Quand on dit localement, c'est évidemment pas Bruxelles, Brabant, Wallon, ou je sais pas, c'est évidemment localement, c'est à l'échelle d'une région du monde. Je veux dire pas une région wallonne ou bruxelloise ou flamande, mais une région du monde, donc à l'échelon européen par exemple, ou dans quelque chose qui est proche du point de vue de la distance et qui donne une meilleure maîtrise aux États pour disposer de ces biens et de ces services. Et puis c'est vrai que est-ce qu'il y aura un post-Covid vertueux ? Bon, je ne crois pas que la vertu, c'est pas parce qu'on écrit des cartes blanches que ça devient la réalité. Par contre, il y a quand même une série de tendances et de tabous qui sont tombés, et ça, c'est un bon signe, il va falloir capitaliser là-dessus, que ce soit en matière de dette, par exemple, ou même de transition écologique. J'entends aujourd'hui dans le discours du FMI, en tout cas dans le discours, le Fonds monétaire international, j'entends vraiment une volonté d'appeler à la transition écologique. Bon, c'est vrai que ça, on n'avait quand même jamais entendu, il y a 5 ou 6 ans d'ici, que le Fonds monétaire se préoccupait de la transition écologique. Donc je pense qu'il y a des tabous qui tombent en termes de dette, en termes d'investissement public. Aujourd'hui, c'est plus un péché que de faire de l'investissement public. L'Union européenne, pareil, elle a elle-même défini son Green Deal, elle veut pouvoir encourager les investissements publics, elle a levé le verrou des contraintes budgétaires. Donc il y a quand même des choses qui changent. Et c'est là-dessus qu'il faut capitaliser. Quant à l'accord de Paris, qui est évidemment essentiel pour tout le monde,
je me réjouis évidemment que M. Biden le rejoigne, mais c'est pas pour ça que tout va tout d'un coup changer, ni d'ailleurs toute l'économie américaine du jour au lendemain. Donc c'est bien et c'est beaucoup mieux, surtout pas de malentendu là-dessus. Néanmoins, ça ne suffira pas parce qu'aujourd'hui, on a bien vu que les diminutions d'émissions de CO2 pendant la période de lockdown, la première période du confinement, n'atteignaient qu'un niveau infime par rapport à ce qu'on doit faire à Paris, alors que toute l'activité était arrêtée. Donc ça donne, je dirais, l'ampleur de ce qui est à faire. Il y aura évidemment des pressions dans tous les sens, des pressions positives, mais aussi des pressions négatives. L'industrie des énergies fossiles, qui est moins chère, va faire tout évidemment et va proposer des contrats en or à des pays qui n'ont pas beaucoup le choix parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et donc, évidemment que la tension restera entre ceux qui veulent une transition écologique et ceux qui veulent revenir au business as usual parce que c'est moins cher, c'est plus facile, c'est disponible. Mais je pense quand même qu'il y a des alliances nouvelles à faire. Parfois entre pays ou entre des coalitions un peu inattendues qui pourraient faire bouger des lignes. Alors, je ne crois pas au changement brutal du jour au lendemain dans le post-Covid, mais je pense quand même qu'il y a des choses qui sont de nature à être encouragées pour peu qu'à tous les échelons on se mobilise, que ce soit la société civile, que ce soit dans les gouvernements, que ce soit dans les parlements, que ce soit dans la pression médiatique. Alors, évidemment, on est aussi dans un contexte de fake news, de complotisme, de tous ceux qui pensent que voilà, tout ça est une grande conspiration des méchants. Donc c'est pas facile aujourd'hui de prendre position de façon forte et claire, tout en étant rassembleur. Ce qui reste, à mon avis, très important, parce qu'aujourd'hui, on est dans un moment où c'est les coronasceptiques ou les vaccinosceptiques contre les vaccino-enthousiastes. C'est absurde de présenter les choses de cette façon-là. Ce n'est pas une question d'enthousiasme ou de croyance. C'est une question de la qualité du vaccin, d'une part, et d'autre part, le test que ce sera pour nous tous, pour la communauté internationale, d'être capable d'en faire vraiment un bien commun et de le distribuer prioritairement à ceux qui en ont d'abord besoin. Et certains en ont plus besoin que d'autres. Ça va donc être un énorme test dont je ne peux pas préjuger aujourd'hui du résultat. J'espère évidemment qu'il sera le moins mauvais possible, même le meilleur possible, mais je crains quand même que certains lobbies divers et variés se manifestent, se fassent entendre, plus le fait qu'au niveau international, nous n'avons pas tous les mêmes règles en termes de droit à l'information, de liberté d'expression, et donc il y a des choses qui se disent qui ne sont pas nécessairement vraies et pas toujours contrôlables. Donc, bon, de post-Covid, comme ça, non. Mais une tendance qu'il faut nourrir et sur laquelle il faut capitaliser, oui, certainement. Et vous parlez justement dans ces tendances, par exemple, de nouvelles alliances, du fait que ce sont des enjeux mondiaux et donc il va falloir collaborer ensemble. Or, j'ai l'impression que ça fait quand même quelques années qu'on dit que le multilatéralisme est en crise. Alors, on parle souvent d'échecs comme le Conseil de sécurité des Nations Unies qui, sur une crise comme le conflit syrien, ne s'en sort pas et ne parvient pas à prendre de décision. Est-ce que pour vous, le multilatéralisme a encore quand même un avenir dans certains secteurs, ou est-ce que le multilatéralisme, c'est un concept d'un autre âge? Oh non, sûrement pas d'un autre âge. Simplement, je pense que ces dernières années, et avant même le Covid, son épicentre a changé. Au sens où c'est clair que le Conseil de sécurité reste un lieu central et qui est composé dans les rapports de force de l'après-guerre, etc. Donc il devrait se modifier. Mais avant même que tout ça n'émerge, et même si les États-Unis sont maintenant dirigés par un dirigeant qui est plus ouvert au multilatéralisme que son prédécesseur, heureusement, parce que ça aussi... Je pense qu'on ne pouvait pas faire pire, mais au niveau multilatéralisme... C'est clair. Mais il n'y a pas que les États-Unis. Et je veux dire, il y a aussi une série de pays qui s'étaient alignés dans un certain sillage et qui, du fait de la nouvelle élection américaine, vont peut-être aussi devoir re-regarder leur engagement. Mais au-delà du Conseil de sécurité, il y a tout un multilatéralisme qu'on voit moins, dont on entend moins parler et qui est, je dirais, plus pragmatique. Moi, je l'appelle, mais j'aime pas l'expression parce qu'elle fait un peu penser, je ne sais plus qui avait dit ça, je pensais... président Chirac, ou c'était Sarkozy, je ne sais plus, qui avait parlé de la France d'en bas. Ici, je parlerai du multilatéralisme du bas. Je veux dire par là un multilatéralisme plus pragmatique, qui travaille sur des dossiers très concrets et très précis de coopération entre soit
tous les pays, et c'est le cas par exemple à la CNUSET, et c'est pas toujours facile, mais on y arrive, ou entre certains groupes de pays. Et donc je pense qu'il y a vraiment des choses qui se passent au quotidien. Par exemple, si je prends le règlement général sur la protection des données qui a été mis en place par l'Union européenne, j'étais encore au Parlement européen quand on a commencé le travail sur ce règlement. Ça a mis du temps, ça a été une saga très longue, les lobbies ont été très puissants, on a abouti à un règlement. Ce règlement, il est européen. Néanmoins, aujourd'hui, en l'absence de règlement dans d'autres régions du monde, il devient un peu la référence qui inspire, si je peux dire, ceux qui veulent ou qui sont amenés à devoir légiférer. Et donc ça, c'est le bon multilatéralisme. Je veux dire par là, à partir d'une région qui veut quelque chose, elle anticipe, elle donne le ton, elle donne le ton à d'autres qui emboîtent et qui reprennent tout ou partie. Ça aussi, c'est du multilatéralisme. C'est peut-être pas le Conseil de sécurité, c'est pas l'Assemblée générale des Nations unies à New York chaque année au mois de septembre, qui est très importante et qu'il faut surtout qu'elle garde son importance. Mais il se passe beaucoup de choses en dessous sur une série de domaines, que ce soit la propriété intellectuelle, toute la question du copyright, dans un monde digital, c'est très important, où là aussi les règles en sont définies de façon multilatérale, que ce soit sur justement le climat et donc tout le suivi par la Convention cadre contre les changements climatiques, qui travaille au quotidien sur le suivi de l'accord de Paris et les négociations qui doivent, même trop lentes, qui s'en suivent. Et donc il y a énormément de choses qui se font. Je pense évidemment au Conseil des droits de l'homme basé à Genève, qui fait cet examen périodique universel de chaque pays par tous les autres en termes d'état des lieux des droits humains. Et donc il y a énormément de choses qui se passent et qui sont, je dirais, très mal connues et en même temps qui sont des vrais... De l'alimentation du multilatéralisme, elle est là. S'il n'y a pas ça, alors c'est évident que le multilatéralisme d'en haut, si je peux dire, il va dépérir. Mais il ne va pas dépérir, tout simplement, il doit vraiment se recentrer. Il doit aussi se recentrer en termes d'acteurs. Moi, je ne crois pas que les nations sont toujours les seuls acteurs représentatifs. J'ai du respect pour les gouvernements élus et je ne mets pas en doute leur souveraineté, mais je pense que faire un peu plus pour associer d'autres acteurs, et je pense en particulier aux villes, aux grandes villes qui partout dans le monde sont celles dans lesquelles 80% de la population se concentre et où les choses bougent fort et parfois plus vite, en bien ou en mal si je peux dire. Je pense qu'associer mieux les villes qui sont des espèces de laboratoires des fameux objectifs du développement durable des Nations Unies, que l'on puisse associer mieux des acteurs de la société civile, des parlements, y compris des membres de l'opposition. Enfin, je veux dire, bon, c'est important d'entendre... Est-ce que ça se fait déjà? Est-ce qu'il y a des structures qui réunissent ces acteurs-là? Elles sont, à mon avis, un petit peu périphériques. C'est comme si elles étaient subsidiaires. On fait une conférence et puis on a le forum des parlementaires qui se réunit 2 jours avant. Et puis on a 3 jours après le forum de la société civile. Qui font un rapport mais qui n'aiment pas vraiment écouter. Je crois qu'on pourrait faire mieux en termes d'intégration et je dirais les méthodes digitales qu'on est tous obligés d'employer, même si on en a un peu jusque-là d'être devant nos écrans, mais néanmoins c'est quand même précieux. Cette façon de travailler pourrait associer plus aisément d'autres acteurs à qui on ne demande même plus de se déplacer d'ailleurs, pour pouvoir prendre en compte leurs avis, mais au-delà de les écouter, il faudrait que ces avis puissent réellement peser dans le débat global, tout en gardant évidemment, parce que sinon il n'y a plus rien qui marche. Si on dit que tout le monde est égal, alors on ne peut pas dire qu'un Premier ministre peut être mis sur le même pied que quelqu'un d'une association, je ne sais laquelle, en tout respect pour chacun d'eux. Donc il faut trouver un système d'association plus effectif et un petit peu moins subsidiaire. On l'a fait, on peut cocher la case, on a fait le forum de la société civile. Donc je crois qu'il y a des choses qu'on pourrait activer mieux. D'autre part, je pense que les États eux-mêmes sont aussi quelque part contestés, sont parfois dans la tension avec des entités sub-étatiques, leurs régions, dans les grands États fédéraux. Oui, les régions comptent fort par rapport à la parole de l'État-nation. Et donc là aussi, il ne faut pas faire un dessin. Mais bon, même si nous, on a des règles sur la manière Mais tout ça, je dirais, nous amène à devoir réfléchir, à essayer de reformuler un multilatéralisme qui soit adapté au monde d'aujourd'hui, à la distribution des forces. Peut-être d'ailleurs que ce sera plus basé sur des entités régionales. L'Afrique, aujourd'hui, essaye, ça mettra du temps, de faire un grand accord, un marché unique africain. Il voudrait faire ce que l'Union européenne a fait, en fait. Bon, ça ne va pas être demain la veille, parce que l'Afrique, ce n'est pas homogène. On ne peut pas dire que tous les pays africains sont au même niveau. Et bon. Néanmoins, cet effort continental est quelque chose qui pourrait peser, et je parle ici à l'échelle de 10 ou 20 ans. Mais le temps multilatéral est un temps long, et il faut pas... C'est parfois ça qui est difficile à faire comprendre
à quelqu'un qui s'intéresse à la politique locale ou à la politique nationale, qui est un peu plus rapide, entre guillemets, enfin pas toujours, mais quand même, plus facilement ou plus maîtrisable. Le multilatéral, c'est compliqué, ça prend beaucoup de temps, ça demande énormément de diplomatie, d'entre-gens, pour essayer de mettre les gens d'accord, trouver les assiettes sur lesquelles de négociations sur lesquelles on peut s'entendre. Et donc ça prend du temps. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur du temps long. Voilà, il faut le préparer, il faut le nourrir, Et donc non, je ne crois pas du tout que le multilatéralisme... Au contraire, et le Covid nous a montré à quel point notre dépendance, notre interdépendance est grande, et donc à quel point la coopération est impérative. Mais probablement devra-t-elle emprunter dans l'avenir des chemins un peu différents. En tout cas, Isabelle Durand, vraiment un grand merci pour cet entretien très riche. Je le rappelle, donc, vous êtes secrétaire générale adjointe de la CNUSET, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Donc Isabelle Durand, merci beaucoup à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous. Bonne soirée à tous.